Salut à tous et bienvenue sur Labocop. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dépannage qui s'annonce passionnant. On s'attaque à une alimentation de PC de bureau qui paraît fonctionner alors qu'elle est en panne. C'est le genre de panne subtile qui constitue un véritable cas d'école en électronique, parfait pour mettre notre méthodologie à l'épreuve. On passe tout de suite au diagnostic. Voici la carte d'alimentation à découpage d'un PC de bureau. Elle délivre 2 rails de 12 volts pour un courant total de 15 ampères, soit une puissance maximale de 180 watts. Cette carte provient d'un PC qui refuse catégoriquement de s'allumer. Mais attention, si l'alimentation est souvent la première suspecte, elle n'est pas forcément la coupable. Alors, est-ce que cette carte est réellement défectueuse ou est-ce qu'elle se met simplement en sécurité à cause d'un court-circuit sur la carte mère? Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une méthode de diagnostic fiable pour isoler la panne et enfin tenter de redémarrer ce PC. Pour protéger la carte d'alimentation, je la branche à une lampe série à incandescence. Si un court-circuit franc est présent sur l'étage primaire, alors la lampe absorbera toute l'énergie et brillera à pleine puissance. Attention, on envoie le courant. Regardez bien la lampe, elle reste éteinte. Le primaire n'est donc pas en court-circuit. On passe maintenant au test à vide. C'est l'étape que tout le monde connaît. On va simplement vérifier si l'alimentation délivre sa tension nominale sans aucune charge connectée. Voyons ce que ça donne. On mesure la première sortie. Regardez bien l'affichage. Le multimètre nous donne 12,25 volts, une valeur quasi parfaite. On vérifie maintenant la seconde sortie. Et sans surprise, on retrouve exactement la même valeur, 12,25 volts. C'est tout à fait normal car ces deux sorties sont physiquement reliées entre elles. On passe aux signaux de contrôle. On mesure le signal PS ON. Le multimètre affiche 2,66 volts. On mesure également le signal PSID qui donne 11,8 volts. Pour cette étape, toutes les mesures obtenues sont absolument parfaites. L'alimentation semble réagir correctement à vide sur tous ces points de contrôle. Alors, à quoi sert le signal PS-ON? Eh bien, c'est tout simplement une commande qui autorise l'alimentation à sortir de son état de veille pour passer en mode actif capable de débiter du courant. En l'absence de carte mère, nous devons simuler cet ordre en reliant ce signal à la masse. Regardez l'effet immédiat. Le ventilateur se met à tourner. C'est la preuve visuelle que la carte débite du courant, contrairement au mode stand-by où le ventilateur restait totalement immobile. Vérifions maintenant la stabilité de la tension dans ce mode actif. Comme vous le voyez sur le multimètre, elle se maintient parfaitement à 12,25 volts. Notez que la seconde tension de sortie aura exactement la même valeur, car comme je l'ai précisé plus tôt, ces deux sorties sont reliées physiquement entre elles. Une seule vérification aurait donc suffi. À ce stade, beaucoup de réparateurs commettraient l'erreur de conclure que cette alimentation est en parfaite santé, confortée par la stabilité de la tension et le bon fonctionnement du ventilateur. Pourtant, ce diagnostic est insuffisant. Le passage au test en pleine charge est absolument indispensable. Ici, la charge et le multimètre sont branchés en parallèle sur la même sortie de 12 volts, tandis que le signal PS-ON est maintenu à la masse. J'envoie le courant, le ventilateur démarre instantanément, le multimètre affiche 12,25 volts,
tandis que la charge électronique reste pour le moment éteinte. J'utilise la caméra thermique pour inspecter les composants. Cette étape est cruciale pour détecter d'éventuels points chauds anormaux sur la carte. Pour l'instant, tout semble parfaitement en ordre. Le point le plus chaud plafonne à 32 degrés Celsius, une température tout à fait normale pour un fonctionnement à vide. J'allume le contrôleur de charge électronique, configuré par défaut en mode CC, c'est-à-dire à courant constant. J'active la sortie avec une valeur initiale de 1 ampère. Le multimètre mesure 12,19 volts. C'est une baisse très légère et tout à fait normale. Je reprends la caméra thermique pour un nouveau balayage. Le point le plus chaud est passé à environ 35 degrés Celsius, une montée très modérée qui confirme que, sur le plan thermique, tout est parfaitement sous contrôle. Passons maintenant au palier supérieur. Je monte l'intensité à 2 ampères sur la charge électronique. La tension chute légèrement à 11,99 volts, une valeur tout à fait correcte. Le ventilateur tourne parfaitement. Je procède à une nouvelle analyse thermique. Le balayage confirme la bonne dissipation de la carte. Le point le plus chaud se stabilise aux alentours de 36 degrés Celsius. Je pousse le test à 3 ampères. Cette fois-ci, la vitesse de rotation du ventilateur a légèrement diminué. La tension a encore baissé puisque le multimètre mesure 11,70 volts. Observez maintenant l'image thermique. Le point le plus chaud s'est déplacé. Il se concentre désormais sur le transistor MOSFET du primaire. Le composant commence clairement à être sollicité. Sa température progresse logiquement en passant de 36 à 38 degrés Celsius. Je pousse maintenant l'intensité à 4 ampères. Regardez bien la réaction du ventilateur dès que la charge est appliquée. Sa vitesse de rotation ralentit considérablement, signe que le circuit commence à manquer d'énergie pour alimenter ses propres composants de refroidissement. La tension tombe désormais à 11,3 volts et l'écart avec la tension nominale devient critique. Le diagnostic thermique révèle une nouvelle anomalie. Même le condensateur de puissance commence à chauffer. Le MOSFET consomme encore plus de chaleur, dépassant désormais les 43 degrés Celsius. Je monte la charge à 5 ampères. Le multimètre affiche désormais 10,7 volts. Et là, c'est la rupture. Le ventilateur s'arrête complètement alors que la carte est censée débiter 15 ampères. Sur l'image thermique, on observe clairement que la température du condensateur de puissance grimpe de façon excessive. Ce n'est pas seulement une conséquence de la chaleur environnante, c'est le signe d'une défaillance interne. Je pense que la dérive thermique du MOSFET n'est peut-être que le symptôme. La source du problème, c'est probablement la fatigue de ce condensateur de filtrage. On va donc vérifier cette hypothèse dans la suite de cette vidéo. Pour vérifier mon hypothèse, j'ai dessoudé le condensateur de la carte pour pouvoir le tester avec un multimètre en mode capacimètre. Regardons ce condensateur de plus près. Il ne présente absolument aucun signe visuel de dégradation. Le sommet n'est pas bombé et il n'y a pas de fuite d'électrolyte. Il s'agit d'un modèle de 450 volts pour une capacité nominale de 150 microfarads. Avant toute mesure, la sécurité d'abord. J'utilise un stylo de décharge pour condensateur. C'est une étape indispensable pour vider le composant en douceur, éviter de détruire mon multimètre et surtout, travailler en toute sécurité. Je connecte le multimètre en mode capacimètre pour la mesure finale. L'appareil affiche à peine 3 nanofarads. Pour un composant censé faire 150 microfarads, le constat est sans appel.
Il a totalement perdu sa capacité et il est définitivement hors service. Pour le remplacement, j'opte pour ce modèle de 450 volts et 200 microfarads. Choisissez toujours des composants aux caractéristiques équivalentes ou légèrement supérieures, mais ne descendez jamais en dessous des valeurs d'origine. Même s'il est neuf, je ne prends aucun risque et je passe le nouveau condensateur au stylo de décharge. C'est le bon réflexe à adopter pour éliminer toute charge résiduelle de stockage avant de le manipuler. Je branche le nouveau condensateur sur le multimètre pour valider sa capacité avant de le souder. Le multimètre affiche environ 204 microfarads, une valeur excellente, parfaitement conforme aux spécifications d'origine. Le nouveau condensateur est soudé sur la carte. Le signal PS-ON est relié à la masse. Le multimètre et la charge sont branchés en parallèle sur la sortie 12 volts. J'allume le contrôleur de charge. Je reprends à 5 ampères, là où tout s'était effondré. Le ventilateur tourne à plein régime et le multimètre affiche un superbe 11,99 volts contre 10,7 auparavant. Je pousse la charge à 6 ampères. Le ventilateur tourne parfaitement et le multimètre affiche 11,93 volts. Côté thermique, le nouveau condensateur ne chauffe plus et le point chaud s'est déplacé vers la sortie aux alentours de 39 degrés Celsius, ce qui est cohérent. Pour l'étape finale, je pousse la charge à 10 ampères. Le multimètre affiche une excellente tension de 11,70 volts. L'image thermique est impeccable. La température maximale ne dépasse pas les 45 degrés Celsius. Aucun composant ne surchauffe et le circuit est totalement stabilisé. Je m'arrête à ce palier car mes câbles de liaison sont calibrés pour 10 ampères. Aller au-delà risquerait de les faire chauffer, ce qui produirait une résistance en série capable de fausser nos mesures, sans parler du risque pour le matériel. Le test est donc concluant à 100%, l'alimentation fonctionne à merveille et la réparation est une totale réussite. Et voilà, ce dépannage est désormais terminé. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous, restez prudents lors de vos manipulations et on se retrouve très vite pour un prochain diagnostic.